Tout de suite, c'est mon invité Jean-Marie Dru, président monde de TBWA. Jean-Marie Dru, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai envie de dire, vous publiez Jetlag, ça tombe bien. Vous arrivez, on ne sait jamais avec vous si vous arrivez de New York où se trouvent vos bureaux, de Los Angeles, mais maintenant vous habitez Paris, votre principal client est à Tokyo, en l'occurrence Nissan. C'est dire si vous êtes quelqu'un de la mondialisation, de la globalisation. Est-ce que vous osez encore dire que la mondialisation, c'est très bénéfique pour les gens, pour les êtres humains? Oui, j'ose le dire. De toute façon, je ne sais pas que ce soit bénéfique ou pas, c'est un fait. Il faut vivre avec. Et donc il faut en atténuer tous les inconvénients et rendre, comment dirais-je, plus humaine l'économie, si je puis dire. Mais à bien des égards, bien sûr, c'est un élément positif. C'est grâce à ça que les entreprises françaises peuvent se développer, comme vous le savez. Les entreprises françaises se débrouillent d'ailleurs plutôt très bien à l'international. Pour votre information, par exemple, 40 des 500 premières entreprises mondiales du Fortune 500 sont des entreprises françaises, qui prouvent bien que nous savons profiter de la mondialisation. Jean-Marie Dru, vous êtes une des personnalités, les grandes personnalités du monde de la pub au niveau mondial, hein, mais évidemment en France. Et dans ce livre, alors ce livre c'est presque un peu un carnet de notes. Vous avez mis du temps à l'écrire. Même, je crois que vous l'avez un petit peu décalé parce que un de vos principaux clients c'est Apple, en l'occurrence Steve Jobs. Oui. Et du reste, vous ouvrez votre livre avec Steve Jobs et Apple. C'est un carnet de notes que vous avez écrit au gré de vos voyages. Et vous sautez un tout petit peu, je dirais presque du coq à l'âne. Vous revenez sur vos échecs. Vous parlez de la mondialisation. Vous parlez de transparence, du rôle des banquiers et bien sûr de votre métier. Pourquoi ce livre? Bon, parce que ça fait 40 ans que je fais ce métier. Un publicitaire... C'est le 4e livre. Un publicitaire est un observateur. On voit le monde entier, on voit les entreprises, on voit les sociétés, de la Chine aux États-Unis en passant par le Brésil ou ce que vous voulez. J'ai eu le sentiment que j'avais pas mal de choses à dire, très immodestement. Mais comme vous venez de le dire, en fait, la publicité n'est qu'une toile de fond. C'est un prétexte. Je raconte des anecdotes, des histoires pour rebondir sur des sujets comme le rôle des financiers dans les entreprises, comme la mondialisation, comme le rôle du design, l'importance du design aujourd'hui. Vous venez de parler d'Apple, comme, comment dirais-je, les conflits d'intérêts, comme enfin tout ce que je vois et tout ce que j'ai observé en faisant plus de 200 ou 300 000 km par an autour du monde. Oui, vous dirigez l'une des plus grandes agences de publicité. On va revenir là-dessus. Juste encore un mot sur Apple, parce qu'on a l'impression que tout était dit et écrit sur Apple. Et moi, j'ai appris quelque chose en lisant ce chapitre que vous consacrez, c'est qu'en fait, il y a très très peu de monde à tout l'espace créatif, justement, oui. Mais simplement les briefs de Steve Jobs, quand il expliquait ce qu'il voulait, c'était d'une précision que vous avez jamais rencontrée. C'est ça qui fait le succès d'Apple. Les briefings ont en fait deux critères. Premièrement, faire le meilleur, ce qui se transforme tout travail chez Apple en sacerdoce, si je puis dire. Et puis surtout, et deuxièmement, faire le plus simple. Comme vous le savez, il n'y a pas de notice d'utilisation dans les, comment dirais-je, dans les boîtes d'iPod et d'iPad. Et pour arriver à cette simplicité, il faut un travail immense. Oui, c'est du culot de faire ça. Hein. C'est la première fois, je crois que ça arrivait, non? Oui. Vous connaissez cette phrase de Gene Kelly qui dit plus on voit que vous avez travaillé, moins vous avez travaillé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se rende compte que vous avez beaucoup travaillé. Et d'arriver à cette simplicité est, comment dirais-je, je crois, le signe distinctif de tout ce qu'a fait Steve Jobs. Ouais. Du reste, vous avez fonctionné beaucoup par Maxime, Jean-Marie Dru, parce qu'il y en a beaucoup dans votre livre. Il y en a une autre, du compositeur Schumann, et qui dit, après tout, composer, c'est jouer un air qui n'existe pas. Non, composer, c'est se souvenir d'un air auquel on n'a jamais pensé. Se jouer ou se souvenir. Se souvenir d'un air auquel on n'a jamais pensé. Bah oui, c'est ça, c'est la définition. Quand vous entendez un morceau de musique qui vous plaît immédiatement, vous avez un sentiment, non pas de déjà-vu, mais de familiarité. Et donc, les grandes idées publicitaires, d'ailleurs, sont comme ça. Pour Apple, puisque vous en parlez, on avait un thème pendant 10 ou 15 ans qui était Think Different. Ça s'impose par sa simplicité. Lorsqu'on l'entend, on se dit, tiens, c'est très juste par rapport à Apple. Ça paraît simple à trouver, mais on aurait pu dire des dizaines et des milliers de choses différentes sur Apple. On a su résumer en 2 mots ce que cette entreprise représente dans le monde aujourd'hui. Il y a juste encore un peu, il y a plein d'autres dimensions, on va le voir Jean-Marie Dru, mais ce que je trouve intéressant, c'est à propos d'Apple, mais pas seulement, c'est la dimension iconique de la marque. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut la mettre sur un autre palier. Et ça, c'est vraiment ce que vous avez réussi à faire avec Apple. Enfin, c'est ce que Steve Jobs a réussi à faire. C'est à vous. Voilà, donc nous, on a fait simplement de bonnes campagnes. Parce que vous avez mais honnêtement, c'était lui notre directeur de création. Il savait tellement ce qu'il voulait faire que c'était très simple de bien travailler pour lui. Mais c'est vrai que plus les marques prennent une dimension iconique, c'est un mot qui me paraît toujours un peu excessif, comme je le dis d'ailleurs dans ce livre. Mais il faut prendre de la hauteur. C'est-à-dire que les marques ont beaucoup de choses à dire. Lorsqu'elles parlent, comme elles sont tout de suite taxées d'avoir un discours commercial, on ne croit pas trop ce qu'elles nous disent. Donc il ne faut pas hésiter comment dirais-je, à
prendre des discours de marques, encore une fois je me répète, qui prennent de la hauteur. On a fait ça avec Apple, on a fait ça avec Michelin, je ne vais pas vous donner toutes les marques, mais on a fait ça, comment dirais-je, avec Adidas. On essaye de faire en sorte que nos marques incarnent quelque chose de puissant dans le discours. Mais alors pourquoi cet échec à expliquer que la mondialisation, c'est bénéfique, y compris pour les Européens, y compris pour les Français? Il faudrait presque faire une campagne de pub, Jean-Marie Dru. Oui, il faudra en faire une, mais vous savez, moi je pense que la France a tout pour réussir. Ouais. On en parlait tout à l'heure, elle a les grandes entreprises, on a les premières sociétés dans le monde en électricité, on a une chose que je ne vous ai pas dite tout à l'heure, il y a dans le classement des 100, enfin, la France est en second rang ou troisième rang selon les instituts d'études en termes de marques puissantes, la puissance de ces marques à l'international. On a beaucoup de choses pour nous. On a malheureusement quelques blocages en France, quelques comment dirais-je, choses qui nous freinent. Et comment dire, je pense qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre issue que de profiter de la mondialisation. Il faudrait d'une certaine façon comment. Alors le seul sujet, c'est comme vous le savez, depuis 5-10 ans, les entreprises françaises perdent un peu de leur compétitivité. C'est assez dramatique. Il faudrait avoir un président de la République qui se fixe comme programme l'année prochaine de mettre la compétitivité des entreprises françaises au cœur du pacte social. À mon avis, on l'a pas encore trouvé, hein, celui-là. Non, on l'a pas trouvé. Mais c'est très important. Ouais. En fait. Attendez, on oublie ça. On parle tout le temps de croissance, tout le monde parle de croissance. Puis il faudrait aussi un petit peu aider les entreprises. Mais je ne connais pas d'autre façon de créer de la croissance qu'au travers des entreprises. Les entreprises sont les seules sources de richesse. Donc c'est une priorité nationale. Ça doit être une priorité nationale de tout faire pour ne rien entraver, pour que les belles entreprises françaises croissent dans ce monde de mondialisation. Alors, chose qui est rare, c'est que vous revenez. Il y a tout un chapitre que vous avez intitulé KO comme sur un ring de boxe. Hein. Vous avez raison, ça passe du coq à l'âne dans ce livre-là. Ouais. Ah oui, bah, complètement. On parle de transparence, on parle de. C'est peut-être des enchaînements plutôt. Des enchaînements ou une progression. Il y a une progression en tous les cas. KO, et c'est un chapitre moi qui m'a intéressé parce que vous interrogez sur le rôle des banquiers, notamment le patron de BNP Paribas, parce que vous aviez créé un groupe qui s'appelait BDDP. Vous avez eu peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre, ou en tous les cas vous n'avez pas les moyens de vos ambitions, on va dire ça comme ça. Vous avez voulu racheter des entreprises, des groupes publicitaires en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Bon, bref, vous êtes retrouvé sur le tapis. Et c'est la photo banquier. Et vous dites, attention, il ne faut pas qu'ils oublient que finalement, ils sont le passage de relais entre l'argent des épargnants, et puis la vraie économie. Oui, enfin, comment dirais-je, c'est vrai qu'on avait une dette trop élevée. On aurait peut-être pu rééchelonner la dette de mon entreprise à l'époque, mais ça date d'il y a maintenant 15 ans, donc c'est pas plus très intéressant. Il se trouve quand même que mon entreprise a été fusionnée avec une autre et qu'on n'a rien fait d'autre après, et que ça a été ensuite élu le meilleur réseau de la décennie. Hein. Donc on avait sûrement quelque chose de juste dans notre modèle. Mais c'est pas ça le point. Le point, c'est que le poids des financiers dans les conseils d'administration des entreprises françaises me paraît trop élevé. Je le vois, moi j'ai des clients, ils peuvent pas le dire fortement. Il y a que vous, journalistes ou moi, qui pouvons le dire. Un président d'entreprise a du mal à dire que le poids des financiers est trop fort dans son conseil d'administration. Ils le disent pas. Ils le vivent tous les jours. Et en face de ça, vous avez en particulier en Asie des entreprises qui réfléchissent à 10 ans. Le patron de Samsung disait l'autre jour, je fais 100 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui, j'en ferai 400 dans 10 ans. Le patron de BYD se dit, je fais des voitures électriques, eh bien dans 10 ans je serai le leader des voitures en Chine, et dans 15 ans le leader de l'automobile dans le monde. Ils n'y arriveront pas tous. Mais certains y arriveront. Ils entraîneront avec eux derrière, si vous voulez, toute la cohorte des concurrents, des fournisseurs et autres, comme l'avait fait Sony au Japon il y a maintenant 25 ans. Il avait entraîné derrière lui tout un ensemble de marques japonaises. Et les Chinois, soutenus par les pouvoirs publics chinois et les Asiatiques et les Coréens, réfléchissent à 10 ans. Si dans nos conseils d'administration on réfléchit à 6 mois, quel que soit notre talent, quelles que soient nos ressources, quelles que soient nos qualités, on n'y arrivera pas. Donc il est fondamental de tout faire pour s'inscrire dans le long terme, et c'est en ce sens que je regrette l'influence trop grande des financiers dans les conseils. Quel regard vous portez justement sur ce qui se passe là actuellement? Parce que j'imagine que malgré vos emplois du temps, malgré vos campagnes, vous dirigez une très grande entreprise cotée, donc vous vivez au gré, vous aussi, des marchés, des agences de notation. Quel regard vous portez sur ce qui se passe? On l'a bien mérité, on l'a cherché, les politiques l'ont bien cherché? Sur quoi, pardon? Sur la crise actuelle. Oh, je ne sais pas si comment vous dire, on va revenir encore sur comment dirais-je, la responsabilité de la finance en général. Mais moi, ce que je trouve plus triste, si vous voulez, dans tout ça, c'est l'incapacité de l'Europe à bien réagir. J'étais étudiant en 67 à HEC, 10 ans après le traité de Rome. Nous pensions, quand nous étions étudiants à HEC, que 10 ans après, l'Europe serait plus comment dirais-je, intégrée qu'elle ne l'est aujourd'hui. On pensait qu'on rêverait un fédéralisme économique. Et ce que je regrette le plus, c'est de voir ce qui se passe. Si vous voulez comment vous le dire,
j'ai rien contre les gens de Bratislava, mais que la Slovaquie puisse freiner, voire même s'opposer à l'aide à la Grèce, c'est pas l'Europe qu'ont rêvé les fondateurs de l'Europe, c'est pas l'Europe qu'a rêvé Jean Monnet, et je suis très attristé. Enfin, je crois que c'est un des grands échecs de ma génération, il y en a d'autres, mais de pas arriver. Ce qui s'est passé très vite, c'est en 73, Pompidou a fait une erreur historique qui est de faire rentrer l'Angleterre, qui avait un seul objectif, freiner l'Europe, en faire un marché, simplement une zone de libre-échange. En fait, c'est ce que c'est aujourd'hui, et il n'y a absolument aucun fédéralisme économique, encore moins de fédéralisme politique, et je crois que c'est ce qui nous pénalise le plus, au-delà d'une crise mondiale que l'on connaît. En fait, l'Europe aurait dû nous permettre de mieux réagir à la crise mondiale, elle ne nous le permet pas. Oui, non, ça c'est clair. L'image des Européens aux États-Unis? Il n'y a pas d'image des Européens aux États-Unis, il y a des images des Français, des Anglais. Ils ne sont pas très intéressés. Nous, on a une image des Américains très précise. Eux, ils ont une image un peu superficielle des Français, qui nous ne pénalisent pas dans les affaires du tout, parce qu'ils ne nous voient pas comme Français. Moi, quand je suis aux États-Unis, on ne me voit pas comme un Français, malgré mon accent prononcé. On me voit comme un homme d'affaires. Et si je suis là, c'est qu'il y a une raison pour que je sois là. Ouais. Donc, c'est pas très pénalisant. Est-ce que il manque peut-être qu'une chose dans votre livre, peut-être quelque part, alors je sais pas, une sorte de mea culpa. Vous l'avez fait vous en tant que chef d'entreprise, hein, Jean-Marie Dru, un mea culpa peut-être sur la publicité et l'image qu'elle renvoie. Vous citez à propos de Philippe Michel, qui était un des grands mentors de tout votre milieu, la publicité est liée à ce qui intéresse le public, c'est-à-dire la vie de la cité, la vie des gens dans la cité. Est-ce que vous n'avez pas fait trop rêver les gens, en fait? Vous les avez propulsés dans un univers, finalement, dont ils n'ont pas les moyens, dont ils n'ont pas les clés dans la réalité. Oui, enfin, il y a un petit paragraphe plus loin qui dit simplement que c'est vrai qu'on a donné aux gens le sentiment que ce qui est parfois accessoire devenait essentiel, on va plutôt dire ça. Et moi, je me suis bercé d'une illusion, pour répondre à vous, qui était de penser, puisque je pense véritablement que la publicité est un facteur, un accélérateur de croissance. J'en suis persuadé, je le vois tous les jours. Pensant qu'on pouvait contribuer à un demi-point, un quart de point, un dixième de point de croissance supplémentaire, je pensais que de ce fait, on allait participer à la redistribution sociale. Et en ce sens, j'ai toujours cru que ce que l'on faisait était, comment dirais-je, utile et efficace pour la société. Bon, il est vrai, et c'est incontestable, qu'on a créé quelques besoins parfois pas tout à fait fondamentaux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je crois qu'on se dirige maintenant vers comme vous le savez, vers un marketing, une communication beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus nuancée, et ces histoires de réenchanter le monde et autres, d'abord c'est jamais vraiment les campagnes que j'ai faites. Quand vous voyez ce qu'on fait sur Apple, on fait pas rêver, on dit les choses comme elles sont. Oui, mais il faut dire que les choses inventées par Steve Jobs étaient quand même un peu sans doute au-dessus de la moyenne, non? Oui, mais sur Michelin, ou même regarde, vient de faire un film pour Dior, qui est très spectaculaire, mais je ne vois pas en quoi on peut dire qu'il est excessif. Oui. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est par exemple, vous dites sur Dior, enfin sur LVMH en l'occurrence, que pendant longtemps vous êtes tenu à l'écart du luxe, parce que c'était pas votre univers. Et j'ai découvert comme ça, on peut pas facilement avoir, même si on a un pôle créatif très important, avoir accès à un univers dans lequel on n'est pas. Ici, en rachetant une célèbre agence de publicité qui s'appelait Mafia, que vous avez eu accès, en fait, notamment à Dior. Il faut recréer les univers, non, pas à dire tout de suite, mais je raccourcis. Non, ce sont des univers très différents. En fait, ce qu'il se passe, c'est que dans le luxe, les maisons de luxe sont elles-mêmes des maisons de création. Et moi, je suis une agence de création. Et donc, si on ajoute de la création à la création, on n'arrive à rien et on finit par trahir l'esprit des créatifs initiaux. Donc, c'était assez difficile pour des agences comme la mienne qui se veulent innovatives, en avance et entraînant leurs clients, de travailler avec des créateurs dans les maisons, comment dirais-je, dans les grandes maisons. Avec le temps, j'ai appris. Oui. Votre métier a complètement changé, non? Justement, avec cette société qui évolue, qui ne sait plus très bien où elle en est, il n'y a plus de réflexe identitaire dans cette société. Comment est-ce que ça fait évoluer votre métier? Non, mon métier a évolué pour d'autres raisons. C'est-à-dire que il a profondément évolué parce qu'il y a, comment dirais-je, 30 ou 40 ans, on se contentait de faire des films de télévision. Maintenant, on fait tout. On fait des télévisions, on est sur Internet, on conçoit des applications nouvelles, on gère des communautés. Donc, c'est un métier qui a énormément évolué. Et puis, il a évolué aussi dans le fait que de plus en plus, on remonte sur les stratégies de nos clients, on les conseille. J'ai une méthode dans mon agence dont je ne veux pas parler qui s'appelle la disruption, qui consiste à créer des stratégies en rupture. La disruption, ça avait beaucoup marqué. Oui, il y a 15-20 ans. On parlait de stratégie de rupture à cette époque-là dans mon agence, si vous voulez. Donc on ne pense pas que nos clients peuvent progresser en faisant toujours la même chose. Donc on les aide à créer des stratégies de rupture comme ça. Donc c'est ce qui a changé dans nos métiers, c'est plus cette volonté des agences, et la mienne en particulier, de remonter en avant et d'essayer d'être des consultants, des conseillers stratégiques. Mais on peut voir les limites de la rupture, ça fera peut-être...
Le mot de conclusion, les limites de la rupture, notamment en termes politiques dans notre société, est-ce que c'est pas... Moi je crois pas, moi je pense l'inverse, je pense pas qu'il y ait de limites de la rupture, je pense qu'on n'arrivera à rien dans la société qui est la nôtre aujourd'hui sans des solutions de rupture. Ce qui est très difficile dans les démocraties, c'est qu'on est dans la réforme incrémentale, comme on dit en Amérique, 2 ans de plus d'années pour la retraite, ou 1 an de plus, ou 1% ou 10% de plus pour les impôts. Et je crois malheureusement qu'il faut ne pas avoir peur de trouver des solutions irréalistes. Et la meilleure façon de protéger le monde réel, c'est de trouver des solutions irréalistes. Et de lire Jetlag, bien sûr. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Jean-Marie Dru, donc président Monde de TVWA. Et donc vous publiez Jetlag, le monde vu de la publicité, mais surtout vu de votre part. Et c'est publié chez Grasset. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci beaucoup.